Contemplant l'avenir, il y voit des merveilles jamais imaginées, d'incroyables voyages et des machines ahurissantes. Mêlant l'art et la science, il crée un genre foncièrement différent, une manière encore inconnue de raconter des histoires, la science-fiction. Plus d'un siècle avant notre époque, Jules Verne prédit le monde dans lequel nous vivons et comme il risque de se terminer un jour. Il y a 100 ans de cela, dans une lointaine région de Sibérie, des centaines de mètres carrés de forêt sont dévastés par le plus grand météore qui ait jamais frappé la Terre au cours de notre ère. On appelle cet impact l'événement de Tunguska. Si Tunguska avait frappé une ville importante, cela aurait constitué un événement majeur de l'histoire et tout le monde serait au courant. Comme il se trouve que l'impact a eu lieu dans le désert, c'est là une information qui n'intéresse que nous, les spécialistes. Un homme, pourtant, avait prédit le danger d'événements comme celui de Tunguska. Un auteur à succès de science-fiction qui, cette même année, publie un récit mettant en garde de la terrible menace que constituent les météores. Mais jusque dans les années 1960, la vérité au sujet de Tunguska demeure un mystère, et les critiques rejettent ce récit comme étant de l'imagination pure. Ils se trompent. On peut facilement imaginer que l'impact d'un astéroïde faisant quelques 1500 mètres de diamètre puisse entraîner la mort de milliards de gens et peut-être même déstabiliser la civilisation. Nous n'avons jamais vu un tel événement se produire, mais c'est tout à fait vraisemblable. Il n'y a que 10 ou 20 ans que nous, les chercheurs, nous en sommes aperçus. À un certain niveau, Jules Verne s'en est rendu compte il y a un siècle. Dans l'histoire de la littérature, rares sont ceux qui ont une imagination plus ambitieuse que Jules Verne. Non seulement il invente un nouveau genre, mais il ouvre des univers entiers à l'exploration et à l'aventure. Père de la science-fiction, il prédit le monde même dans lequel nous vivons, ainsi que ceux qui viendront peut-être un jour. Tel un Arthur C. Clarke, il écrit des livres à la douzaine et les vend par millions. Son secret, imaginer l'inimaginable. Cela ne me surprendrait pas de le voir réédité dans 200 ans. Il a été l'un des premiers à parler sérieusement d'aéronautique, de sous-marins, de vol dans l'espace. Ne serait-ce que pour cela, c'est une personnalité de premier plan, tout à fait novateur. Verne prévoit les resplendissants vaisseaux de l'espace, un fait plutôt stupéfiant pour un homme né à la morne époque de la vapeur. Je crois que l'ingrédient magique qui fait de Verne un romancier lu dans tous les pays et traduit dans toutes les langues, c'est l'authentique plaisir que lui procurait la technologie. Au niveau de ce qui se passait avec la révolution industrielle, c'est là un type qui plongeait dans les écrous et les boulons pour les transformer en magie romanesque. Voilà ce qui a attiré les gens dans le monde entier. Il a vraiment changé le ton de l'époque. Il a symbolisé l'impensable, visualisé l'invisible. Verne envoie des véhicules que l'on n'a pas encore inventés dans des univers que l'on n'a pas encore explorés. Ces héros de fiction mènent l'humanité à des royaumes de découverte entièrement nouveaux. Avec son nom au générique de plus de 200 films, Verne est l'auteur le plus adapté de l'histoire du cinéma, un écrivain dont les récits sont sans cesse racontés. En 65 volumes étourdissants, Verne décrit non seulement la vie de demain, mais toute l'histoire de l'existence humaine. Le but ultime de son travail était de décrire la Terre entière. La Terre s'entendant non pas seulement au niveau du globe, mais de l'humanité, de l'être humain, de la Terre, des galaxies autour, enfin de la destinée en fait de l'humanité. Transportant ses lecteurs dans tous les mondes imaginables, Verne remonte le temps jusqu'à la cité perdue de l'Atlantide et nous précipite à des dizaines de milliers d'années dans les mystérieuses civilisations d'un lointain futur.
Près de 100 ans après sa mort, le monde réapprend à quel point il avait vu juste. En 1989, l'arrière-petit-fils de Jules Verne trouve un coffre-fort familial et fait une découverte explosive. Pour nous, le coffre était vide, quoi. Enfin, il était fermé parce qu'il était vide, il n'y avait rien dedans, donc il n'y avait pas besoin. Enfin, donc moi, c'est un acquis de conscience, donc je l'ai fait ouvrir, donc on l'a dynamité. La dynamite a fait exploser le haut du coffre et il se trouve qu'en bas, il y avait des papiers, et notamment ce fameux Paris au XXe siècle. L'ouvrage est finalement publié en 1994, 131 ans après avoir été écrit. Son inquiétante description du Paris moderne explique pourquoi Jules Verne a dû le reléguer aux oubliettes. En lisant ça, j'en suis resté bouche bée. Je pense en fait que, pour les Parisiens d'aujourd'hui, l'effet aurait été presque aussi déstabilisant que de se retrouver réellement propulsé dans les années 1960, ce que les gens de 1860 n'auraient pas supporté. C'est trop. Le choc du futur est tout bonnement trop intense. Dans le roman de Jules Verne, Paris est alimenté par le mystérieux démon de l'électricité, une force aussi étrange que nouvelle à son époque. Dominé par d'impressionnants immeubles financiers, ce Paris du futur est animé par un objectif unique, faire de l'argent. Jour après jour, une armée de travailleurs s'échine sur une batterie de dispositifs techniques inouïs, machines à calculer, fax et photocopieuses. Si des inventions aussi ahurissantes que des ascenseurs et des tapis roulants auraient laissé ébahis les lecteurs de Jules Verne, elles anéantissent le héros de son livre. Un jeune écrivain tombé dans la misère ne trouve pas sa place dans un monde mené par les machines. S'il est une chose où il a parfaitement vu juste, c'est bien avec ce héros totalement étranger à son monde. C'est la fascinante histoire d'un jeune homme qui regarde autour de lui une société dominée par la technologie et dont il se sent absolument étranger. Tandis que le Paris de Jules Verne grouille de voitures sans chevaux et de trains électromagnétiques, son héros désargenté se déplace partout à pied. Rebelle isolé, il refuse de s'adapter. C'est un ouvrage qui transporte son lecteur une bonne centaine d'années dans l'avenir, réalise ce bond avec aisance, le détaille avec une certaine minutie. Et il fait froid dans le dos, tant il est proche de ce que Paris était effectivement dans les années 1960. Jules Verne imagine non seulement la future histoire de la ville, mais aussi ses monuments les plus marquants. À quelques centaines de mètres de l'endroit où il situe un phare immense, se dresse le symbole même de Paris, la Tour Eiffel, construite 30 ans plus tard. Sans doute connaissait-il les espaces vides, ces endroits de Paris où il faudrait bien aller si l'on voulait construire quelque chose de grand. Mais la prévoyance de Jules Verne n'était pas infaillible. Pour contredire l'idée qu'on se fait de lui comme d'un auteur prévoyant l'avenir de manière presque inquiétante, précisons que dans son Paris hautement technique de 1960, les gens n'écrivent même pas avec des stylos à plumes. Ils en sont toujours aux plumes doigts. L'idée de la machine à écrire ne lui est jamais venue à l'esprit. Paris au XXe siècle est une triste histoire. Mal nourri, sans le sou et oublié, le héros de Jules Verne s'effondre un jour en pleine rue où on le laisse mourir. Lorsque Jules Verne envoie le manuscrit à son éditeur, celui-ci le rejette parce que tiré par les cheveux. Comme une bonne partie de ses œuvres, celle-ci était inspirée de la réalité, de sa propre jeunesse parisienne. Envoyé étudier le droit dans la capitale à l'âge de 20 ans, Jules Verne est supposé reprendre l'affaire familiale. Mais une carrière juridique est la dernière chose dont il se soucie. Le Paris des années 1840 ressemble à Berkeley dans les années 1960. C'est un foyer du radicalisme, la Mecque de la vie de bohème au XIXe siècle, l'endroit à ne pas manquer pour un écrivain en herbe. Au plan intellectuel, Paris est sans rival. Pour un Français amateur de théâtre ou qui se pique d'écrire, c'est un parcours obligé. Ce sont les types de cette époque qui ont inventé la vie de bohème. Et ils sont sans doute à l'origine des premières tentatives de contre-culture littéraire. C'était un milieu très attirant et le seul endroit au monde où avaient lieu des choses pareilles. Jules Verne plonge dans cet univers et rejoint un groupe de jeunes écrivains, artistes et poètes de la même eau. Ils se baptisent eux-mêmes les 11 sans femmes.
Encouragé par ses amis, Jules Verne abandonne le droit et se met à écrire, non pas des romans, mais des pièces de théâtre. C'est à cette époque qu'il développe un goût obsessionnel pour des sujets ne présentant guère d'intérêt pour un dramaturge comme la géologie, la géographie, l'astronomie et les mathématiques. Il commence assez tôt à prendre des notes, bien avant d'inventer la science-fiction. Je pense qu'il ne savait pas très bien pourquoi il le faisait, si ce n'est peut-être de façon instinctive, en ce sens que sa créativité avait besoin de tabler sur des faits concrets. Il avait fini par collecter quelques 20 000 fiches comportant toutes sortes de faits intéressants. C'est maintenant que se dessine le véritable avenir de Jules Verne. Mais un mariage précipité manque de mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. Pour mieux assumer son rôle de soutien de famille, il quitte le théâtre pour la bourse de commerce. Il déteste cela. Prisonnier de la réalité, Verne s'en échappe grâce à la fiction. Je crois que ce qu'il cherchait, c'était un moyen de gagner sa vie sans être obligé d'aller vendre des actions. Il voulait faire ce qui l'intéressait vraiment, c'est-à-dire s'occuper de géographie et de machins froids. Le premier voyage fantastique de Jules Verne, inspiré par un ami tête brûlée, est un grand saut dans l'inconnu. Son premier best-seller est un de ces cas où l'art imite la réalité. Il s'inspire d'un pionnier de la photographie et aérostier, casse-cou, du nom de Félix Tournachon. Comme certaines stars qui deviennent des phénomènes, ce dernier adopta un pseudonyme en un seul mot, Nadar. Tout le monde le connaissait. Il était extrêmement célèbre. Tout le monde l'aimait, il était drôle, intéressant. C'était un type épatant. Nadar risquait sa vie à tout bout de champ. C'était un fier à bras. À mon avis, le moment où Jules Verne a compris les extraordinaires possibilités qui s'ouvraient au monde grâce à la magie de la science, c'est quand Nadar lui a montré les plans qu'il avait établis pour son ballon. Durant 6 longues années, Jules Verne passe tous ses moments de loisir à laisser divaguer son imagination. Le résultat est le livre le plus passionnant qu'on ait jamais écrit. 5 semaines en ballon impose la griffe de Jules Verne, conteur inégalé. Le roman fait naître une frontière de l'ailleurs et une invention futuriste pour l'explorer. Comme les faits étaient parfaitement convaincants et l'écriture un rien caustique, les gens ont trouvé que cela faisait vrai. Il a alors compris l'impact qu'il avait sur son lectorat. Bon sang, je peux produire quelque chose dont je sais bien que je l'ai inventé, mais eux, ils y croient ou ils veulent y croire. Là, il a su qu'il était sur une piste. Le livre a un succès monstre. Et les ventes grimpent plus haut encore lorsque Nadar lance un gigantesque ballon au-dessus de Paris en guise de panneau publicitaire. Verne signe un contrat avec Jules Hetzel, le magnat de l'édition, et peut enfin quitter sa charge. Ce type a eu une enfance difficile. Il est mal marié, il a passé la trentaine, sa carrière d'agent de change est médiocre. Et il a le courage de tout envoyer promener pour se lancer dans une vision littéraire totalement radicale. Un genre d'écriture qui, s'il a eu quelques précurseurs, n'a jamais vraiment été exploré. Peu après, au parquet de la Bourse, Jules Verne fait une déclaration. Mes amis, je vous quitte car j'ai écrit un roman d'un nouveau genre. Un nouveau genre que son éditeur sous-titre « Les voyages extraordinaires ». C'est l'accomplissement d'un rêve que Verne caresse depuis l'enfance, depuis le temps où son frère Paul et lui s'émerveillaient des prodiges de leur époque. Quand il faisait semblant de découvrir des pays exotiques. Jules Verne entremêle désormais ses passions enfantines pour produire un nouveau genre littéraire, la science-fiction. Jules Verne fait suivre son premier best-seller d'un saut plus extraordinaire encore dans l'inconnu.
Un voyage au centre de la Terre, histoire inspirée de la théorie populaire à l'époque, selon laquelle la Terre serait creuse. Plus ces héros s'enfoncent dans les entrailles de la Terre, plus anciennes sont les espèces animales qu'ils rencontrent. Ils finissent par atteindre un monde souterrain peuplé de fossiles vivants. L'une des raisons pour lesquelles Le Voyage au centre de la Terre est un livre aussi captivant, même aujourd'hui, c'est ce merveilleux mélange de science moderne et d'anciens mystères. Il a vraiment mis dans le mille en créant cette sorte d'univers à l'intérieur de notre Terre. Cela faisait appel à ce qui était dans l'air du temps à l'époque, lorsque les gens ont commencé à se rendre compte que de gigantesques créatures avaient vécu sur la Terre avant nous. Une fois de plus, Jules Verne choisit son moment à la perfection. Le roman est publié alors que des fossiles de dinosaures ébranlent l'Église et que la théorie de l'évolution vient défier l'histoire de la création. Battant tous les records de vente, Le Voyage au centre de la Terre engendrera des générations d'histoires de dinosaures. Les intrépides aventuriers de Jules Verne regagnent la surface grâce à une éruption volcanique, tels des boulets lancés par un canon, et cet étrange moyen de transport inspirera le prochain voyage extraordinaire de Verne, qui sera aussi le plus prophétique. This is Apollo Saturn launch control. We are still go at this time. 21 décembre 1968, l'équipe d'Apollo 8 effectue les derniers préparatifs en vue d'une mission sans précédent, la mise en orbite autour de la Lune. Les audacieux astronautes s'apprêtent à aller là où personne n'est allé avant eux. C'est du moins ce qu'ils croient, car d'autres y sont allés un siècle plus tôt dans un roman. L'air s'embrasa à une hauteur prodigieuse. L'éclat des flammes éclairait toute la Floride. Et pour un moment, à travers tout le pays, la nuit céda la place au jour lorsque cet ouragan artificiel se précipita vers le ciel. L'histoire devait inspirer le tout premier film de science-fiction. Écrit en 1865, Autour de la Lune, prédit la mission Apollo avec une époustouflante exactitude. Pour Autour de la Lune, Jules Verne fait ses gammes en consultant des professeurs de mathématiques, des experts en balistique et des métallurgistes. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main. Il fait ses devoirs de maths. Et il trouve les mêmes résultats que les chercheurs de la NASA allaient trouver 100 ans plus tard. Les calculs de Jules Verne sont étonnants d'exactitude. La vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction terrestre, le poids et la taille du module de commande, l'orbite probable du module spatial, les effets de l'apesanteur et même la durée du vol. Sa mission terminée, Apollo 8 plonge dans le Pacifique à quelques 4 km de l'endroit où Jules Verne avait précipité ses astronautes. Mais peut-être le plus stupéfiant n'est-il pas que Jules Verne devine comment les hommes allaient arriver sur la Lune, mais quels hommes et pourquoi? Là où il a été extrêmement brillant de la Terre à la Lune, c'est qu'il a imaginé que ce seraient les Américains, d'abord, qui iraient sur la Lune les premiers, et que d'autre part, ce serait la conséquence d'une guerre mondiale quelque part. Au niveau évolution du monde, et qu'il a été très fort, plus qu'au niveau technologique, où c'est pas lui qui a calculé les trajectoires. Mais par contre, imaginer 150 ans avant, alors que c'était l'Europe qui dominait, que ce serait les États-Unis qui iraient sur la Lune, bravo. Contre-coup de la guerre de sécession,
Les astronautes de Jules Verne sont propulsés vers la Lune à bord d'un canon géant, un super canon de 800 mètres de long, construit par des artilleurs Yankee à la retraite. Dans les années 1980, Gerald Bull, expert en artillerie, revisite l'idée d'utiliser un méga-canon pour les lancements spatiaux. Mais lorsque l'occasion se présente de travailler pour le dictateur irakien Saddam Hussein, Bull met bientôt au point une application nouvelle et fatale de ses découvertes. On peut mettre un canon à feu en Irak et toucher Washington. C'était là les intentions de ce type, et l'idée lui en était venue en lisant Jules Verne. Le super canon de Saddam ne sera jamais construit, mais un autre est actuellement à l'étude, un véritable canon spatial surnommé le lanceur Jules Verne. Le projet est dirigé par John Hunter, l'un des chercheurs ayant aidé les services secrets américains à déjouer les plans de Saddam. L'application du lanceur Jules Verne devrait nous permettre de diviser les frais de lancement par 10 ou par 20. Théoriquement, le canon de l'espace pourrait approvisionner les stations spatiales à raison d'1 tonne de marchandises toutes les quelques heures. Mais au lieu d'envoyer des capsules de provisions sur la Lune, la cible du nouveau canon serait la planète Mars. Les lanceurs Jules Verne pourraient jouer ici un rôle capital. On procéderait pour les missions sur Mars à la manière des expéditions polaires de jadis, où les explorateurs envoyaient leur ravitaillement sur place à l'avance. Et c'est là que le lanceur Jules Verne devient le moyen de transport idéal pour ces réserves. Autour de la Lune propulse la carrière de Jules Verne dans des sphères nouvelles. En l'espace de quelques années, il est devenu l'un des romanciers les plus célèbres du monde. Mais il accuse la fatigue de ses extraordinaires voyages. Verne doit changer de rythme. Il emmène sa famille loin des embarras de Paris vers les faubourgs d'Amiens, la ville natale de sa femme. Là, non loin de la mer, il retrouve son enfance, les journées entières à jouer en bateau avec son frère Paul. Devenu aisé, Jules Verne achète son propre bateau et fait voile désormais loin de ses soucis. C'est un enfant qui avait grandi au bord de la mer. Bien sûr, dans sa jeunesse, il voulait devenir marin, sans que le rêve puisse jamais se réaliser. Mais je crois que s'il trouvait tant de plaisir à écrire depuis son yacht, c'est notamment parce que sa femme n'y était pas. N'ayant pas les enfants dans les jambes, il n'avait pas besoin de sauver les apparences. Ironie du sort, en s'évadant en mer, Jules Verne s'embarque pour un autre voyage extraordinaire. Publié en 1869, 20 000 lieues sous les mers ouvre de nouveaux horizons à l'aventure. D'une manière générale, la population de l'époque n'avait aucune idée de ce qu'étaient les océans. La plupart des gens ne savaient pas nager et n'étaient certainement jamais allés sous l'eau. Imaginez un peu un Français à la fin du 19e siècle disant que sous l'eau se trouve ce vaste éventail de créatures merveilleuses et qu'il existe une machine pour aller les voir. C'était une prophétie digne de Léonard de Vinci. 3 compagnons se retrouvent enlevés par l'énigmatique capitaine Nemo, un explorateur qui vit reclus et qui a coupé tous les ponts avec la terre ferme. Ainsi commence leur aventure à bord du Nautilus, un sous-marin tellement en avance sur son temps qu'il va inspirer des générations entières de techniciens. Une fois encore, l'imagination de Jules Verne passe à la vitesse supérieure. Il prévoit non seulement les premiers sous-marins à propulsion électrique du monde, mais aussi des équipements de plongée révolutionnaires, comme les scaphandres autonomes. En 1956, le premier sous-marin nucléaire au monde entre dans l'histoire en passant sous le pôle Nord. Baptisé le Nautilus, il accomplit un voyage tout à fait semblable à celui qu'avaient entrepris les personnages de Jules Verne 100 ans plus tôt. Verne est également l'un des premiers à croire à l'existence d'un monstre marin, considéré alors comme un mythe, la pieuvre géante. La pieuvre géante illustre bien le genre de prophétie qu'il a pu faire et comment elle fonctionne encore aujourd'hui.
Il y a 100 ans et quelques, personne n'avait jamais vu de pieuvre géante vivante. Ce qu'il racontait là n'était que pure spéculation, mais une spéculation aussi valable de nos jours qu'elle l'était à l'époque. Personne n'a encore jamais vu de pieuvre géante dans l'océan. Peut-être la créature la plus extraordinaire de 20 000 lieues sous les mers est-elle son personnage principal, le capitaine Nemo, un génie incompris qui se sert de la technologie pour échapper à l'hypocrisie de ce monde. Au fond des mers, Nemo recherche la véritable liberté, une quête qu'il partage avec Jules Verne lui-même. Peu après la publication de 20 000 lieues sous les mers, le père de Jules Verne meurt. Profondément religieux, Pierre Verne se réjouissait des succès de son fils, mais il s'inquiétait pour le salut de son âme. Agnostique, Jules Verne cachait ses doutes profonds à son père si croyant. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qu'il cache. Ses innombrables voyages à Paris, soi-disant pour aller voir son éditeur, recouvrent un autre secret, une maîtresse. Libéré de la désapprobation de son père et stimulé par la présence d'une nouvelle femme dans sa vie, Jules Verne est au sommet de sa carrière. Triomphe après triomphe sortent des presses, notamment un autre voyage épique, le Tour du monde en 80 jours. Son héros, Phileas Fogg, est un imperturbable gentleman anglais qui accepte le pari de faire le tour du monde en un temps record pour l'époque. Gigantesque succès international, le Tour du monde en 80 jours est à peine de la science-fiction. Comme bien des récits de Jules Verne, c'est l'histoire d'une folle aventure à travers des contrées exotiques et inexplorées. Utilisant tous les moyens possibles et imaginables de transport, l'incroyable voyage de Phileas Fogg est entré dans la légende. Ironie du sort, le seul véhicule qu'il n'emprunte pas est celui qui le rendra le plus célèbre, le voyage en ballon. Ce détail, ajouté par le réalisateur Michael Todd au film qui remportera l'Oscar en 1953, restera attaché à l'histoire. Je crois que la politique de Michael Todd vis-à-vis du Tour du monde en 80 jours est assimilable à un gigantesque fourre-tout. On y trouve tout ce qu'un film peut contenir, toutes les vedettes, tous les moyens de transport, toutes les idées de Jules Verne. Le passage le plus fabuleux, c'est quand ils franchissent les Alpes et que Passepartout se penche par-dessus bord et recueille de la glace pour le champagne. C'est un grand moment de cinéma, une vraie splendeur. Ça, c'est ce qui s'appelle voyager. Le Tour du monde en 80 jours est suivi d'une série d'autres aventures dont beaucoup sont d'énormes succès du vivant de Jules Verne et seront plus tard adaptés à la scène comme à l'écran. Michel Strogoff, courrier du Tsar, une sombre affaire de complot dans l'Empire russe. L'île mystérieuse. Shipwrecked on the mysterious island. Come on. What's it doing? I don't know. Sealing us in. Un récit où l'on voit réapparaître l'énigmatique capitaine Nemo. Aren't we able to do anything to save ourselves? There's nothing that can be done. Sans oublier le premier de nombreux romans où l'on parle d'astéroïdes. Dans Hector Servadac, une comète vient à frôler la Terre et les habitants d'une petite partie de l'Afrique du Nord se trouvent arrachés à la planète. Une histoire de survie sur une île déserte située dans l'espace. En une douzaine d'années, Jules Verne devient l'auteur le plus vendu de son siècle. Mais malgré la gloire et la fortune, il ne se relâche jamais. Jour après jour, d'année en année, il repousse les frontières de l'imaginaire. Il semble passer beaucoup de temps derrière des portes closes,
Et si vous observez le genre de héros qui peuplent ces livres, eux aussi passent leur vie dans des capsules ou des sous-marins hermétiquement fermés, dans de petites gondoles d'osier qui ont tout de la forteresse, et depuis lesquelles ils peuvent prendre de la distance ou voir des choses que les autres ne voient pas, où ils sont hors d'atteinte. Et je pense que s'il faisait ça, c'est parce qu'il avait acquis un niveau de conscience d'autrui qui le rendait un peu inquiétant. Ce n'était pas un type comme les autres. Cette effarante perspicacité devait se retrouver chez un anti-héros chargé de rivaliser avec le capitaine Nemo, un homme dont l'objectif n'est pas de conquérir les mers, mais de dominer les cieux. Robur le Conquérant. Jules Verne se sentait attiré par ce genre de personnages qui se servent de la science et de la technologie pour créer un monde où ils sont intouchables. Robur et Nemo étaient des versions fantasmées de lui-même. Je pense que c'est cela qui l'attirait vers ce type de héros. À mon avis, il n'avait pas l'intention de dominer le monde, mais il voulait contrôler son entourage immédiat. L'idée du personnage de Robur lui vient de son ami Nadar, l'aérostier, qui le convainc de rejoindre une société soutenant les essais de vol. Des machines aussi improbables que les hélicoptères à vapeur demeurent de pures envolées chimériques. L'idée même de voler était l'objet de moqueries de la part de bien des scientifiques. Ce n'est pas l'avis de Jules Verne. Inspiré par la confiance de Nadar dans le vol, il crée une machine en tout point aussi prophétique que le Nautilus, l'Albatros. Fabriqué en papier comprimé, plus dur que l'acier, mais infiniment plus léger, l'Albatros se maintient en l'air à l'aide de lames minuscules. Un prototype de la réalité. L'Albatros d'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération de superjets, comme le gigantesque Airbus 380, pouvant transporter 656 passagers, ou ces méga-jets BWP, c'est-à-dire à ailes volantes, capables de faire une moitié de tour du monde sans se ravitailler. Ce sera la prochaine révolution aéronautique, et tout est parti du vaisseau imaginé par Jules Verne. À la publication de Robur le Conquérant, en 1886, Jules Verne a 58 ans. Ayant voyagé presque uniquement dans son imagination, il est tout à fait surpris de l'accueil qui lui est réservé quand il finit par s'aventurer à bord de son yacht de luxe. Jules Verne n'était pas du tout intéressé par sa gloire. Et en fait, il était extrêmement surpris quand on le recevait de manière extraordinaire quelque part. Quand il était au Maroc, par exemple, il était reçu comme si c'était le président de la République française ou le roi du monde. Admiré par les hommes politiques, la noblesse et même le pape, Jules Verne est bien décidé à porter la gloire aussi légèrement que possible. Mais un coup de feu tiré à la faveur de la nuit allait soudain changer tout cela. Le soir du 9 mars 1886, le romancier Jules Verne s'en retourne chez lui après sa promenade du soir, lorsque son neveu préféré surgit brusquement de l'ombre. Gaston Verne n'est manifestement pas dans son état normal. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Jules. Le jeune homme marmonne une réponse, puis fouille dans sa veste et en sort un revolver. Lorsque les médecins examinent Jules Verne, ils estiment ne pas pouvoir extraire la balle qui est dans sa jambe. Verne restera infirme pour le restant de ses jours. Pourquoi Gaston Verne a-t-il tiré sur son oncle? Les raisons qu'il a données en disant que c'était pour rendre son oncle plus célèbre, bon, c'est des explications d'un fou. Déclaré malade mental, Gaston passera le reste de sa vie en institution. Quelques semaines après ce coup de feu, Jules Verne est anéanti par une autre perte, la mort de son éditeur et ami intime, Jules Hetzel. Moins d'un an plus tard, sa mère adorée disparaît. Verne sombre dans une profonde dépression dont il ne se remettra jamais complètement. Mais peu à peu, la vie commence à reprendre son cours. Son fils Michel, qui s'était senti négligé dans son enfance, était devenu un vaurien, joueur et coureur de jupons. Après des années de séparation,
Père et fils finissent par se réconcilier et se mettent bientôt à travailler ensemble. La collaboration de Jules Verne et de Michel, en fait, a été d'abord une retrouvaille entre un père et un fils. Et d'autre part, il faut savoir que Michel était extrêmement doué comme écrivain. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Michel avait beaucoup d'idées, en fait. D'abord, il écrivait très bien. Il était capable d'écrire des romans sous le nom Jules Verne, entièrement de sa main, et personne n'a vu la différence de style. Michel partage la fascination de son père pour l'avenir et pour la presse. Résultat, en l'an 2889, le journal d'un journaliste américain. Situé à Centropolis, la future capitale des États-Unis, l'ouvrage suit la journée d'un des plus puissants magnats de presse au monde, Francis Bennett, le propriétaire d'un journal électronique appelé The Earth Herald. L'immense influence de Bennett fait de lui le véritable gouverneur de la planète. Cet homme, d'un hochement de tête ou d'un geste de la main, peut contrôler le destin de pays entiers, ainsi que le révèle le livre. Mr. Bennett, the citizens of Great Britain implore you to join our petition. Will you help us in our bid to free ourselves from the American Empire? The Central Powers of Mars are in turmoil. Will you support the revolutionaries? Sans l'appui de Bennett, aucune entreprise scientifique ne peut voir le jour. Please, Mr. Bennett, our suspended animation research urgently needs more funding. Please, with only your help, we can save the project. Écrit bien avant l'avènement de la télévision et d'Internet, le livre de Michel est une prophétique mise en garde sur les pouvoirs sans cesse croissants des médias, situés dans un monde futuriste où même les nuages servent de panneaux publicitaires. Les critiques le rejetteront, trop tiré par les cheveux. Mais outre la collaboration avec son fils Michel, une autre influence vient interférer dans le travail de l'écrivain. Jules Verne, l'homme si réservé, décide de devenir un personnage public. Il est élu conseiller municipal de la ville d'Amiens. C'est vraiment la dernière des choses à faire pour un auteur de science-fiction de devenir un homme politique au petit pied. Cela n'a pas été un bon tournant dans sa carrière et ça a créé un précédent de mauvais aloi pour nous tous. Il a bien laissé tomber la profession. À la surprise générale, Jules Verne réussit à merveille dans son nouvel emploi. Il fait campagne pour l'éclairage électrique dans les rues, puis pour la construction du fameux cirque-théâtre d'Amiens. Son rôle en tant que conseiller inspire à Jules Verne un autre roman qui pose cette question capitale à propos de la technologie. Est-elle à même de créer une société parfaite? Écrit en 1893, L'île à Hélice raconte l'histoire d'une ville flottante où des millionnaires accomplissent une croisière de plaisir sans fin. La fiction du 19e siècle est sur le point de devenir la réalité du 21e. Le gigantesque Freedom Ship devrait éclipser les plus grands pétroliers et autres paquebots. C'est le plus grand navire jamais construit au monde, la première ville flottante, et elle peut faire le tour du globe. On pense que ce sera l'une des merveilles techniques du monde. Quand on en parle, les gens s'exclament « Mon Dieu, pourquoi n'a-t-on pas fait ça plus tôt ?» C'est un concept unique, c'est extrêmement intéressant. Quant à Jules Verne, il était tout simplement en avance sur son temps. Tout ce que nous voulons, c'est faire de la fiction de Jules Verne la réalité d'aujourd'hui. Environ 1500 mètres de long, près de 230 mètres de large, haute de 25 étages, cette ville flottante offrira tout le confort de la terre ferme et sera tout aussi sûre, disent les industriels. Il paraît qu'une vague de 30 mètres le fera à peine bouger d'un pouce. Il pèsera près de 3 millions de tonnes. Cela n'a rien à voir avec aucun des navires d'aujourd'hui. 3 fois plus grand que des paquebots géants comme le Voyageur des mers, le Freedom Ship sera équipé des dernières fantaisies high-tech. Jettera l'ancre chaque semaine dans un nouveau pays et veillera sans relâche à la distraction de ses passagers. Avec plus de 100 hectares destinés au divertissement, nous aurons tous les magasins, tous les restaurants. Nous aurons l'une des plus grandes cités marchandes hors taxes au monde. Pour les occupants de l'île à Hélice, la monotonie engendrera la chute. Lassés par des fêtes sans fin, ils se querellent puis se séparent en 2 camps.
Il s'ensuit une lutte pour piloter le navire dans des directions opposées et leur cité se brise finalement en deux. La grande question de savoir comment les gens peuvent s'entendre entre eux reste sans réponse. Elle se pose toujours aujourd'hui et au fond, Verne savait bien que ni la science ni la technologie ne pourraient la résoudre. C'est le sujet abordé dans un livre comme Lila Ellis. Il nous dit là, si l'on parvient à créer un environnement qui nous permette d'aller partout dans le monde, cela nous délivrera-t-il des conflits qui nous opposent les uns aux autres? La réponse est non. Les constructeurs du paquebot Freedom Ship ne partagent pas le pessimisme de Jules Verne. C'est une question de choix. Tout le monde connaît la loi. Ceux qui ne pensent pas pouvoir vivre avec ne sont tout simplement pas invités à bord. Ils sont si optimistes qu'ils pensent que le Freedom Ship sera le premier d'une longue liste. Nous sommes certainement des précurseurs. À l'avenir, les villes flottantes seront monnaie courante. Lila Ellis s'inspire partiellement d'un voyage que Verne a fait avec son frère Paul à bord du paquebot Great Eastern Liner. Paul décède 1 an après la parution du livre. Ce n'est pas le dernier deuil de Jules Verne. Sa maîtresse, elle aussi, s'est éteinte. Confronté à la mort de 2 personnes si proches de lui, Jules Verne, le bourreau de travail, canalise son énergie dans un récit fort inattendu sous la plume du père de la science-fiction, une histoire de fantôme. Mais entre ses mains, même le surnaturel pouvait inspirer aux choses la tournure qu'elles allaient prendre. Situé dans les angoissantes montagnes de Transylvanie, le château des Carpates de Jules Verne ne ressemble à aucun de ses précédents récits. Le seigneur du château est épris d'un fantôme, une chanteuse d'opéra, belle dans la vie, inoubliable dans la mort. L'idée d'écrire une histoire de fantôme est venue à Verne en lisant son auteur favori, l'américain Edgar Allan Poe. Contrairement aux extraordinaires histoires d'Allan Poe, celle de Jules Verne prend un tournant inattendu avec une solution relevant plus de la science que du surnaturel. La cantatrice chimérique est en fait une projection du type hologramme créée par une machine. Sa voix n'est qu'un enregistrement. Le château des Carpates devance le premier film d'une décennie et le premier film parlant de 4 décennies. L'auteur se collecte non seulement aux merveilles de la vie moderne, mais à la vie elle-même. C'est au fond une démarche naturelle pour quelqu'un qui se demande si la technologie peut résoudre les problèmes de ce monde que d'interpeller celle-ci sur la question de la mort. Là, il n'en est pas loin. Bien sûr, à la fin, il s'agit d'un disque sur un gramophone et d'une illusion. Mais nous avons bien là un auteur penché sur cette notion. La science peut-elle nous ramener nos chers disparus? Pourtant, même pour Jules Verne, la science a ses limites. Dans l'un de ses derniers ouvrages, la technologie échoue à sauver l'humanité d'une catastrophe que personne à son époque n'aurait imaginée, les météores. Plus d'1 siècle avant Hollywood, l'éternel Adam pose la question fondamentale de l'apocalypse. Situé dans un lointain futur, son héros est un jeune archéologue appelé le Zartog, un homme décidé à découvrir les origines de l'homme. Tandis que la recherche donne à penser que l'humanité remonte peut-être à bien plus loin qu'on ne le pense, le Zartog se lance dans une série de fouilles. Il découvre un étui très ancien, fait d'un alliage inconnu. À l'intérieur, des rouleaux écrits dans un idiome depuis longtemps disparu, le français. C'est un écrit des derniers survivants d'une ancienne civilisation, éliminée par un soudain cataclysme, notre civilisation. Le Zartog apprend aussi qu'une autre civilisation, appelée l'Atlantide, a péri de la même manière, des millénaires auparavant. L'affreuse vérité s'impose. Non seulement l'humanité a été détruite plusieurs fois, mais elle est condamnée à l'être à nouveau. Tout ce que le Zartog peut faire, c'est attendre la fin,
sachant que la civilisation, une fois encore, devra repartir de rien. L'une des idées de l'éternel Adam, c'est que nous sommes déjà passés par ici et que nous allons à nouveau traverser ce cycle. Ne perdons pas de vue que la Terre a, 3,5 milliards d'années. Et l'histoire de l'homme, elle, a quelques 10 000 ans depuis la dernière période glaciaire. Ce n'est rien du tout par rapport à l'histoire de la Terre. Aussi, cette idée que tout cela a pu déjà se produire n'est-elle peut-être pas du tout si déraisonnable que cela. Mais du temps de Jules Verne, la notion d'impact de météores semblait saugrenue. L'éternel Adam restera ignoré. Près d'un siècle plus tard, les chercheurs prennent au sérieux la menace des météores. Et malgré les doutes de Jules Verne, nous croyons maintenant que la science peut nous sauver. Nous disposons de la technologie. Encore quelques aménagements et nous pourrons dérouter une comète ou un astéroïde se précipitant sur nous. La question maintenant, c'est de trouver si cette menace est actuelle ou si c'est quelque chose dont nous devrons nous soucier dans l'avenir. À l'aube d'un siècle nouveau, Jules Verne connaît une éclipse. Émergent des rivaux comme Herbert George Wells, qui lui disputent sa position de maître incontesté de ce que l'on appelait alors des œuvres d'anticipation. Mais après une longue période de chute dans les ventes, Verne amorce un retour. Publié en 1902, Le Maître du Monde voit réapparaître Robur, l'intrépide astronaute. Verne a transformé l'inventeur de l'Albatros en un mégalomane, arc-bouté sur l'idée d'imposer la paix à un monde divisé au moyen de la plus grande invention dont il dispose, la terreur. La dernière machine issue de l'imagination de Jules Verne tient de la voiture de course, de l'avion, du navire et du sous-marin. En tant qu'arme, c'est ce qui se fait de mieux pour imposer la paix. En tant que véhicule, elle est sans rival jusqu'à nos jours. La version hollywoodienne de Maître du Monde s'écarte des conceptions verniennes de la terreur, mais elle restitue fidèlement la transformation de Robur, l'idéaliste. I am a man unto myself, Mr. Prudent, who has declared war against war. That is the purpose for which this ship was built. Une fois encore, Jules Verne prouve son génie de l'anticipation. Cette fois, il s'agit des nuages noirs du XXe siècle. En fin de compte, Robur est un simple mégalomane. Peut-être Jules Verne réalise-t-il qu'il est au seuil d'un siècle dans lequel les mégalomanes dotés de puissantes machines mèneront le monde au bord du gouffre. En ce domaine, il n'a eu que trop raison. On dit que sa vision du monde s'est assombrie vers la fin et je pense que c'est le cas. Il a probablement senti que les tendances sous-jacentes à sa société l'amenaient à un holocauste. On n'était qu'à 12 ans de la Première Guerre mondiale. Quelqu'un d'aussi doué que lui a pu sentir ces choses-là. À l'instar des dictateurs qu'il préfigure, Robur sera détruit par sa propre ambition. Il meurt dans une monstrueuse tempête électrique qu'il aurait pu éviter. Son créateur le suit de peu. Le 24 mars 1905, Jules Verne s'éteint paisiblement chez lui. Il avait 78 ans. Né au XIXe siècle, Jules Verne est parvenu au seuil du XXe et il a eu le temps de voir nombre de ses prophéties se réaliser. Les premières lumières électriques, les premières conversations téléphoniques, les premières machines plus lourdes que l'air, les premières automobiles. Alors, Jules Verne a légué au monde que rien n'était impossible à l'homme du moment qu'il avait de l'imagination. Voilà, c'est ce qu'il a légué principalement. Génie de l'anticipation, doué du sens de l'aventure, Jules Verne compose une œuvre colossale qui tient toujours en haleine des millions de gens. Aux générations futures, il laisse un héritage plus riche encore. Le schéma non seulement des inventions de notre époque, mais celui des aspirations de l'avenir. Et de nos jours, qui peut prédire combien des idées de Jules Verne peuvent encore se réaliser ?